Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue au Temple du jeu d'Arcaril. Je suis très très heureux de vous accueillir pour une découverte de jeux de plateau. Oui, c'est vrai, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de vidéos par manque de temps. Et oui, manque de possibilité de m'investir dans le jeu, alors que évidemment c'est ce que je préfère, mais j'ai pas pu m'empêcher de prendre ce petit temps là, cette petite soirée pour aborder un jeu qu'on ne connaît pas encore sur la chaîne et dont j'ai reçu le Kickstarter, enfin c'était un Ulule dernièrement avec son extension, enfin en tout cas sa nouvelle mouture. Et donc je parle de Set a Watch avec ce standalone qui s'appelle Mercenaire et donc qui, on va dire, enrichit le jeu de base. Alors évidemment, on n'a pas abordé le jeu de base ici, je ne l'avais pas. Je l'ai découvert en fait finalement assez tardivement. Et ça me semblait intéressant de revenir dessus, d'en discuter et de faire évidemment une partie du jeu, une partie d'ailleurs de cette version-là, hein, de ce standalone-là. Euh, le Set Watch Mercenaire. Alors, évidemment, j'ai pas une connaissance énorme de l'origine du jeu. Je sais juste qu'il y a déjà eu une version évidemment française qui est sortie il y a quelques temps par Ulule. C'est Boom Boom Game qui donc est à la manœuvre pour la traduction et donc la diffusion, la distribution de ce jeu. Alors c'est une boîte que je connais pas parce que j'ai pas de jeu de chez eux jusque-là. Je sais que ils en ont quelques-uns. Ils ont un petit, voilà, ils ont un petit catalogue qui est appelé à se développer. J'espère, en tout cas, je leur souhaite. Et donc ils ont rajouté cette licence, cette watch à leur catalogue. Et c'est avec grand plaisir que j'ai découvert ça. Voilà, vraiment grand grand plaisir. À la base, c'est un jeu édité par Rock Manor Games. Et voilà de quoi il retourne. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un petit tour évidemment du jeu, de ce que c'est, hein. Alors c'est un petit jeu, hein, dans le sens taille. La boîte, vous voyez, c'est une boîte de cette taille-là, mais petit peut-être par la taille, mais on va dire assez riche en tout cas en termes de gameplay. Et c'est ce qui est plaisant, et comme quoi on peut quand même faire des jeux qui sont intéressants sans forcément avoir pléthore de matériel, une fois de plus, pléthore de figurines, ce genre de choses quoi. Euh, je trouve qu'il y a plein d'éléments très intéressants en termes de jeu, en termes de gameplay. Il y a tout un tas d'éléments qui se mélangent, voilà, qui interagissent les uns avec les autres et qui permettent d'avoir vraiment de l'intérêt, du plaisir à jouer et à partager. Donc c'est un jeu qui se joue, c'est un jeu coopératif. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs et qui du coup aussi est pleinement jouable en solo, sinon que il faut absolument jouer avec 4 personnages. Donc évidemment tout de suite ça complexifie la pratique solo, mais c'est jouable, c'est possible. Moi j'ai joué à plusieurs, on y a joué à deux, on y a joué à trois. Et ma foi, bah, en tout cas, on a vraiment passé un très très bon moment à jouer ensemble. C'est très coopératif dans le sens où on va échanger beaucoup, on va prendre des décisions ensemble pour que on arrive à vaincre le jeu. C'est un jeu qui est vraiment pas facile, donc il faut se serrer les coudes et essayer de trouver le moyen d'être le plus efficace. Mais évidemment, quand on est à plusieurs, eh ben, on finit quand même, on est quand même maître de ses choix, heureusement, hein. Et donc, eh bien, il y a certaines difficultés, hein, ça engendre certaines difficultés parce qu'on n'a pas forcément exactement la même idée au niveau stratégie. Et à la différence du solo, où là, on maîtrise évidemment les 4 personnages absolument, et on va prendre toutes les décisions pour que tout s'enchaîne bien, enfin, au mieux possible. Voilà, ce qui fait que, on va dire que le jeu est encore plus difficile, je pense, à plusieurs, plus fun, parce qu'il y a plus d'interactions, plus de jeux, plus de discussions, mais peut-être plus difficile que en solo.
Mais bon, voilà, c'est pas grave, hein. C'est quand même difficile, hein. Même en solo, on va faire une partie, je suis absolument pas sûr de gagner, loin de là. Alors, il y a des différents niveaux de difficulté, évidemment. On va commencer à un niveau normal, on va dire moyen, pour commencer. Mais voilà, ça n'a pas du tout de garantie que je réussisse, au contraire. Mais on va dire qu'on va pouvoir quand même ajuster plus facilement la stratégie. Donc, de quoi ça parle cette Watch? Le background de ça, c'est que donc nous jouons des personnages, des héros ou des mercenaires. Donc dans cette version-là, ce sont des mercenaires que nous interprétons. Et donc nous sommes un peu le dernier rempart de l'humanité. On s'est battu dans la première boîte, en tout cas les héros. Là pour le coup, ce sont des héros. Se sont battus contre une sorte d'entité démoniaque. Et ils ont réussi à la bannir, sauf que quelques temps après, eh bien, les serviteurs de cette entité, qu'on appelle les damnés, se sont commencés à reprendre un peu du poil de la bête et essayent de libérer leur maître, hein, le maître des ténèbres, enfin voilà, l'espèce de Sauron local, quoi. Et donc, on a demandé aux aventuriers de se charger de cette besogne. Donc dans cette extension, dans ce stand-alone plutôt qu'une extension, disons que c'est un peu les deux, puisqu'on va pouvoir quand même mélanger, si on le souhaite, les deux boîtes pour faire vraiment un gros contenu. Euh, dans cette boîte, les héros ne sont plus là. Alors soit ils ont été tués, et donc ne reste plus pour sauver l'humanité qu'une bande de mercenaires. Donc cette fois-ci, ce sont on va dire des aventuriers, hein, assez puissants, mais qui ont pour but plus l'appât du gain que voilà la sauvegarde du pays. Euh, Ce qui permet évidemment, ce qu'est le prétexte, d'apporter des nouvelles mécaniques au jeu, mais ça on va le voir ça évidemment plus en détail. Alors c'est un jeu de cartes, hein. On a plusieurs types de cartes. On va avoir des cartes de monstres, puisqu'en fait on va avoir différentes vagues de créatures à combattre. Donc on a tout un tas de créatures, avec de la variété, hein. On a suffisamment de créatures pour que ça soit varié. Il y a des combinaisons entre les créatures. Et il y a ces fameux damnés qui vont venir. Il y a 7 damnés dans la partie. On va pas forcément tous les affronter, Dieu merci, mais certains, oui, et donc ils vont venir en tant que boss quelque part euh, augmenter la difficulté du jeu. Euh, et nos héros, face à ça, eh bien, ils ont leur camp, leur campement. Parce que voilà, cette watch, on pourrait traduire ça par monter la garde quelque part. Et le principe, c'est que nos aventuriers vont se déplacer de lieu en lieu pour aller en fait détruire des cercles d'invocation, des lieux d'invocation, voilà. Et moi, je me raconte un peu ça comme histoire, c'est que on se déplace dans différents lieux. On a 8 lieux, enfin 9 en tout, 8 lieux plus le lieu final, donc ça fait 9 lieux. Et à chaque fois dans ces lieux, il faut faire en sorte de détruire le, le lieu d'invocation. Et donc les ennemis, les damnés nous empêchent de le faire, donc nous vont attaquer notre campement. Et c'est à nous, charge à nous de repousser ces vagues d'ennemis et de pas périr dans cette opération. Et donc, une des originalités du jeu, c'est notamment que un des héros de cette bande, un des 4 héros, ou un des 4 mercenaires si vous préférez, on va plutôt les appeler les mercenaires pour le coup, un peu à la Gloomhaven, hein, c'est plutôt ceux qui vont être là, mais ok pour sauver le monde, mais contre un petit peu de pognon quoi. Et ben un de ces personnages-là donc va devoir rester au camp justement et gérer le camp, gérer les actions de campement pour eh ben, anticiper ce qui va se passer dans les prochains tours, donc les prochains lieux, euh, sauver, enfin, guérir, mettre du feu pour que le campement soit suffisamment puissant en termes de luminosité pour permettre de voir les ennemis arriver au mieux, pour pouvoir répondre de manière plus efficace. Tout un tas de choses comme ça. Et les autres, les sentinelles, eux, ils montent la garde et ils affrontent les créatures qui vont, de toute façon, nous tomber dessus à chaque fois. Donc on a une phase de campement, une phase de combat,
Une fois que c'est fait, on change de lieu, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive au lieu final. Et il faut que nos héros survivent. Il faut qu'il y en ait au moins un à la fin qui soit encore à peu près correct pour pouvoir prétendre à une victoire, à la destruction du, on va dire, du sceau final ou du portail final. Et puis voilà. Voici un peu l'ambiance du jeu. Alors, en termes de matériel, puisqu'on a vu que c'était une petite boîte, on va quand même pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble rapidement. Euh, Ce qui est intéressant notamment, c'est que la boîte du jeu, elle est là, et elle nous propose notamment un plateau de jeu, et ça c'est sympa. Ça c'est vraiment très très sympa. Ça permet du coup, bah voilà, c'est un gain de place et voilà pour le jeu quoi, parce qu'il n'y a pas de plateau de jeu à rajouter, non non, c'est juste c'est le couvercle de la boîte. Alors évidemment pour la première version, c'était la même chose. Voilà, la boîte est comme ça. Et puis hop, on a directement le plateau, qui est en fait le plateau du campement. C'est sensiblement la même, hein, le design est un petit peu différent, mais on peut y placer donc différents types de cartes. Les cartes de quête, donc c'est-à-dire les différents lieux qu'on va devoir rencontrer. Le lieu actif. Là, c'est là où on va placer le niveau d'intensité du feu. Et puis ici, on va pouvoir placer des dés en fonction de ce qu'on souhaite faire dans le camp. Observer, couper du bois, soigner, s'équiper ou planifier. Voilà, donc moi je trouve ça sympa d'avoir cette boîte avec ce petit plateau intégré. C'est très malin, c'est très chouette. Et bah voilà, cette version-là n'y coupe pas. On a aussi notre plateau intégré. Et, Et on a donc sinon tout un tas de cartes et de personnages. Donc pour l'instant, je me suis amusé à prendre 4 personnages au hasard. Je vous avouerai que c'est la première fois que je joue à cette version-là, donc je ne connais pas du tout les héros. Alors, j'ai vite fait regarder comme ça, mais vraiment voilà en préparant la vidéo. Donc nos personnages, nos mercenaires pour cette partie, ce sera le moine, l'artificière, l'hérétique et le chasseur de tête. Et il reste encore deux autres personnages possibles dans le jeu que donc j'ai pas choisi. Hop là, je les attrape. Et donc c'est la sorcière et le barbare. Donc on n'aura pas de barbare, on n'aura pas de sorcière pour cette partie, mais bon, qu'à cela ne tienne, ils reviendront peut-être un jour. Donc on a nos quatre feuilles de personnages. Et chaque personnage possède 5 cartes de compétences qui correspondent à leur pouvoir et aussi quelque part à leur énergie, on va dire à leur endurance plutôt qu'à leur point de vie. Euh, et on a des dés. Chaque personnage a des types de dés, donc là les héros ont des dés de 6 quasiment tous, sauf le chasseur de tête qui lui a le droit à des dés de 8. On a donc 3 capacités en jeu, et on en a 2 qui sont en dehors, qu'on va pouvoir éventuellement récupérer si on s'équipe au campement. On peut éventuellement changer pour choisir d'autres compétences. Donc là, on prendra le temps de regarder un peu chaque compétence, hein. Et sinon, les dés vont servir pour la personne qui est au campement, on l'a compris, pour aller faire des actions, s'équiper, soigner, etc., etc. Pour les autres, ça va servir principalement à combattre les créatures qui vont nous attaquer. Ces dés vont servir à deux choses, soit des attaques directes, donc pour faire des dégâts aux monstres. Les monstres vont avoir des points d'endurance, donc il faut avoir égalé au moins leur endurance avec des dés, un ou plusieurs dés qu'on va placer sur les cartes. Et les dés vont servir sinon à déclencher des compétences, donc celles qu'on a évoquées à l'instant, euh, pour voilà, utiliser certains pouvoirs qui vont permettre soit de détruire des créatures, ou de les changer, ou de les enlever, de les faire partir, enfin tout un tas de choses, hein, selon les personnages, selon la philosophie des personnages, selon voilà. Alors là, c'est des personnages que je connais pas, donc je vais découvrir en même temps que vous, hein, ça va être sympa. Euh, En tout cas, le principe est là. Et ils ont sinon une dernière chose, c'est un pouvoir qui est en bas là. C'est un pouvoir qu'ils peuvent déclencher en utilisant un dé. Un pouvoir unique qu'ils peuvent utiliser au campement.
Voilà. Si c'est par exemple le chasseur de tête pardon, qui est au campement, il pourra toucher une prime s'il utilise un dé, un de ces 3 dés qu'il va utiliser pendant son temps de campement. Les règles prévoient que les héros doivent tous faire du campement. On peut pas juste laisser un personnage faire tous les camps, c'est pas possible. Donc on a des petits, pour permettre de se rappeler, on a des petits jetons qui sont sympas, des petits jetons qui semblent être un peu en bois ou alors en plastique avec, enfin, qui font un peu imitation de bois comme ça. Et donc voilà, ça représente les campements. Donc là, si on met un jeton sur un personnage, on sait il s'est déjà occupé du camp une fois, et il peut aussi s'occuper du camp, pardon, une deuxième fois. Et chaque personnage doit le faire 2 fois. C'est pour ça qu'on a 8 cartes lieux. Donc tout le monde doit au moins faire 2 camps. Donc à nous de savoir à quel moment c'est plus judicieux d'utiliser tel ou tel pouvoir de campement. Et voilà. Euh, En début de partie, chaque héros, chaque mercenaire commence avec une compétence qui est retournée. C'est tiré au hasard. J'ai déjà fait le tirage au hasard d'abord. Donc voilà, la carte est grisée. Ça veut dire que ce pouvoir-là n'est pas disponible. Il va falloir se reposer, se guérir pour pouvoir à nouveau l'utiliser. Alors, la principale nouveauté, en dehors évidemment de nouveaux types de personnages et de nouveaux types de gameplay proposés par cette version mercenaire, la grande nouveauté, c'est les équipements. Donc ici, on va avoir une tuile, enfin pour une tuile, un plateau marchand, voilà, qu'on doit placer à un endroit de notre table et sur lequel on va placer des objets qui vont être des objets qu'on va pouvoir acheter. Alors ça, évidemment, ça n'existait absolument pas dans la première version du jeu. Donc là, j'ai tiré 3 équipements au hasard. Il y a un coût d'achat. Donc c'est pour ça que on a le côté mercenaire, le côté lié à l'argent qui apparaît. Donc les mercenaires vont pouvoir acheter de l'équipement pour se renforcer et être plus efficaces au combat. L'argent, il se trouve ici, ce sont des pièces. Alors moi j'ai la version, voilà, je me suis fendu d'un petit achat qui me faisait plaisir. Je me suis acheté des petites pièces sonnantes et trébuchantes. Donc on peut les récupérer dans les différents lieux, dans les différentes cases euh, actions du plateau de campement. Et donc à chaque fois qu'on va placer un dé, on va récupérer une pièce. Et voilà, et on va comme ça accumuler des pièces petit à petit. Et donc à un moment ou à un autre, eh bien, on peut acheter pour voilà, augmenter un peu les pouvoirs de notre mercenaire. Donc voilà, ça c'est une mécanique nouvelle. Le reste, eh bien écoutez, c'est à peu près comme dans le jeu de base. Donc ici, j'ai déjà préparé tout, hein. J'ai préparé ici les 8 cartes lieux au-dessus du lieu final. Donc dans le jeu, on a accès à 2 cartes, dans cette version la mercenaire, on a accès à 2 cartes lieux final, donc qui sont des lieux plus compliqués, plus difficiles, voilà, pour un beau final. Donc j'ai placé les 8 au-dessus, et derrière ici, pareil, dans la boîte, on a un dessin qui nous indique où placer les lieux inutilisés. Donc c'est tous les autres lieux dans lesquels sont brassés des lieux plus faciles qu'on appelle des lieux de repos, je crois, ou de campement, je ne sais plus trop le nom exact. Et donc celles-là, on va éventuellement s'en servir, mais c'est pas forcé. Et ici, on a un autre endroit où placer des cartes. Et ça nous indique la horde ici. Donc là, c'est là où toutes les créatures qui vont nous attaquer et qu'on va pas réussir à vaincre vont se rassembler pour participer au combat final. Donc ce lieu-là, cette horde, il va falloir faire en sorte faire en sorte qu'elle soit la plus faible possible, la plus voilà, oui, pour que ça nous en rajoute pas trop dans le dernier combat qui est déjà un combat compliqué. On a déjà une carte en début de partie, on a déjà un damné qui est tiré au hasard. Donc on a une sorte de boss, hein, le chef de la horde quelque part qui est déjà ici au fond et qui attend d'autres créatures pour constituer son armée. Et sinon, j'ai dit, on a placé ici 7, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Donc 7 damnés qui sont face ouverte. Donc on sait très bien qui va venir nous enquiquiner les prochaines fois. Alors c'est bien, ça permet de voir tout de suite le design d'une carte monstre, une carte damnée. Elles sont toujours de la même sorte. Ce qui nous permet de voir tout de suite que le jeu est aussi très très bien illustré. Donc c'est un vrai plaisir en termes de jeu, c'est-à-dire qu'on voilà, on prend plaisir à voir les illustrations, que ce soit sur les pouvoirs, que ce soit sur les créatures. Donc ça c'est déjà beaucoup. Et on va voir aussi comment constituer une carte. On a ici un chiffre qui correspond au nombre de dégâts que la créature va nous faire si malheureusement on n'arrive pas à la tuer avant la fin de la nuit de garde. Et ici, on a son endurance. Donc pour détruire par exemple le maître des secrets, il va falloir lui appliquer 7 points de dégâts. Et en dessous, on a son pouvoir et sa classification. Donc là, on voit bien que c'est un damné. Ça. Donc il va être sensible à tous les pouvoirs qui vont toucher les damnés, évidemment. Et généralement, les pouvoirs ici, ils sont de deux sortes. Ils existent le pouvoir révélé, c'est-à-dire que dès qu'on retourne cette carte ou que dès qu'on la met en jeu, pof, on l'applique ça. Et on a aussi un autre déclencheur qui est première position, c'est-à-dire dès que la créature est au plus proche du camp, elle est donc en première position de la ligne de créatures qui nous attaque, et bien c'est pareil, certaines créatures vont déclencher des effets. On verra ça. Donc ici, on a notre damné. Bon, on va pas trop se spoiler. On peut quand même regarder celui-là. Le maître des secrets, il nous dit, quand il est révélé, de remplacer cette carte par celle du dessus de la pile des damnés. Donc on ne l'affronte pas tout de suite. Et on le mélange dans la pile des créatures. Donc il va rejoindre cette pile-là. Et donc, eh bien, à un moment ou à un autre, on va le rencontrer. Donc ça veut dire qu'on va se préparer un combat futur avec un damné, et il y en a un autre qui va venir prendre sa place. Donc, bah voilà, c'est-à-dire qu'on s'en est placé un en plus, quoi, une créature supplémentaire, qui est pas hyper balèze, ça va, 7, ça reste à peu près jouable. Euh, ok, donc voilà pour les damnés. Ici, donc, en effet, on a notre tas de créatures. On a un deck qu'on constitue de 30 cartes créatures, dans lequel on va avoir notamment deux cartes acolytes. Alors les acolytes, on va dire que ce sont un peu des cultistes. Ce sont des monstres un peu spécifiques, un peu spéciaux, qui agissent en lien avec les damnés, et notamment avec les cartes invocation, qui sont on va dire des cartes un peu de boost du jeu. On va dire c'est un peu l'équivalent dans par exemple Pandémie ou des trucs comme ça, c'est l'équivalent des cartes épidémie, quoi. Voilà, c'est des cartes quand on les trouve, on n'est pas content, ça va intensifier la difficulté du jeu puisque généralement ça va remettre des damnés, ça va nous blesser, voilà, ça va faire des choses qu'on n'avait pas forcément prévues et qui vont nous décontenancer. Et ce qui va définir notamment la difficulté du jeu. Dans cette partie que je mets en place, qui est une partie normale, de niveau de difficulté normale, il y a deux cartes invocation, voilà, qui sont également réparties, c'est-à-dire qu'il y en a une dans les 15 premières cartes et une autre dans les 15 cartes du dessous. Voilà. Donc, dans ce paquet, on a 28 monstres, deux acolytes, deux cultistes quelque part, et deux cartes d'invocation, ce qui nous fait donc 32 cartes ici. Voilà. Donc régulièrement, on va avoir des vagues de monstres, on va les détruire, ils vont aller dans le cimetière, et parfois les créatures vont revenir du cimetière, ou si tout le paquet a été fait, ce qui arrive souvent, même tout le temps, eh bien on va remélanger à nouveau le cimetière pour reconstituer une pioche. Voilà, donc on a fait à peu près le tour des créatures. On aura le temps le plaisir de les rencontrer bientôt. Les damnés qui sont là, qui nous attendent. Ah, peut-être qu'on peut se pencher un petit peu plus sur les mercenaires qui sont ici. Alors, on va se pencher d'abord, je vous propose, sur le moine. Il est mystérieux et dévoué, le moine canalise l'énergie qui circule dans son corps pour effectuer de puissantes frappes et ou prendre des postures défensives efficaces. Même si le moine débute le jeu avec des dés à 6 faces, son action spéciale de campement lui permet de les améliorer grâce à la méditation.
Ce contrôle sur ses aptitudes martiales permet au moine de se transformer en formidable guerrier pour les derniers tours de jeu. Ok, voilà. Le moine. Le moine, donc on a dit qu'il utilisait des D6. Il a une capacité de camp qui s'appelle méditation et qui nous dit améliorer un dé 2 fois ou 2 dés une fois. Donc, ce qui veut dire en amélioration qu'on passe d'un D6 à un D8 ou d'un D8 à un D10. Donc ici, j'ai des dés de même couleur qui sont plus puissants. Donc on va pouvoir petit à petit augmenter la puissance d'attaque du moine. C'est déjà une mécanique qui n'existait absolument pas dans le premier jeu. Première chose. Donc première façon de jouer avec lui. Et ça donc c'est du campement, donc il va le faire que 2 fois. Hein, on est d'accord, puisqu'il a chacun a le droit à 2 campements, donc il pourra le faire 2 fois. Alors on verra quelle est la stratégie, s'il vaut mieux booster un dé de 6 et le transformer en dé de 10, ou plutôt faire 2 dés de 8 à la place. Ça, on verra. Sinon, on a des pouvoirs, des compétences. Ces compétences, pour le moment, celles qui sont en place sont coup de pied volant et frappe de chi. Bon, petit exemple, hein, coup de pied volant, ça nous dit ceci. Choisissez une créature révélée dans la rangée. Donc la rangée, c'est la série de monstres qui va nous attaquer. Donc on choisit une créature révélée, c'est-à-dire qu'on peut voir, et on lui inflige autant de dégâts que la valeur totale de vos dés dépensés. Dépensés. D'accord. Bon. Ça peut être intéressant, mais donc pour ça, il faut avoir déjà utilisé ces valeurs de dés. Mais d'accord, ça peut faire du dégât. J'en profite pour vous dire que le moine, ces dagues là, ça veut dire que c'est un combattant de corps à corps. Ça veut dire qu'il va pouvoir s'attaquer simplement à la première créature de la rangée la plus proche. Son deuxième pouvoir, c'est frappe de chi. Choisissez une créature révélée dans la rangée. Infligez à cette créature autant de dommages que la valeur totale de vos dés inutilisés. Donc là, c'est un peu le contraire du coup de pied volant. Hein, on revoit ça. Choisissez une créature révélée dans la rangée. Infligez à cette créature autant de dommages que la valeur totale de vos dés dépensés. Donc on peut jongler sur les deux pouvoirs, j'imagine. Donc soit des dés dépensés, soit des dés inutilisés. Alors, il va falloir pratiquer parce que je mets un peu de mal à me rendre compte de ce que qu'elle peut donner dans le jeu. Et le pouvoir qui n'est pas utilisé, ça s'appelle défense parfaite. Enfin, pas utilisé, c'est-à-dire qui est grillé quelque part pour le moment. Qui est désactivé, c'est la défense parfaite. Annuler le pouvoir d'une créature qui vient d'être déclenchée. Puis, changer la valeur d'un dé inutilisé en la valeur de d'endurance de cette créature. Ah, le pouvoir. Ok, j'ai compris. C'est le pouvoir qui est déclenché, c'est pas la créature. D'accord, très très bien. Ok. Mais de toute façon, il peut pas l'utiliser. Et ces deux autres cartes, ce sera la frappe interne. C'est un passif. Donc un passif, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser de dés pour la déclencher. Chacune de vos attaques directes inflige des dégâts supplémentaires égaux aux dommages de la créature attaquée. D'accord. Donc nos attaques directes font plus de dégâts si on attaque sur des créatures qui font des dégâts. Vous voyez tout à l'heure le maître des secrets, le damné, là, il faisait 1 point de dégâts et 7 d'endurance. Donc lui, eh bien, si on fait des attaques directes, on rajoute plus 1 à nos dés. Ok, si on utilise ce passif. Et sinon, on a guerrier aveugle, dévoiler 2 créatures dans la rangée, puis regagner un dé dépensé et placez-le à sa valeur maximale. C'est pas mal ça. Récupérer des dés, c'est costaud parce que ça n'arrive pas souvent, vraiment pas souvent. Mais bon, ceux-là, je les ai pas, il faudra aller en campement pour les récupérer. Donc ok, donc là c'est la baston au point, on peut faire plus de dégâts, on va augmenter la valeur de ces dés grâce à la méditation. Après, bon, c'est histoire de dés dépensés, de dés utilisés, on va voir comment ça se gère. Alors peut-être simplement pour vous dire la mécanique, hein, si je veux utiliser un pouvoir, j'ai deux possibilités. Soit je mets un dé dessus, voilà, et donc là je fais frappe de chi, boum, et donc je fais autant de dégâts que la valeur totale des dés inutilisés, donc par exemple ici j'ai 8.
hein. Ou l'autre façon d'utiliser le pouvoir, c'est de le griller, hein. Si je le grille, j'utilise pas de dés, par contre il est grillé, hein, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus l'utiliser, et là bah, on applique l'effet hein, de la même manière. On peut aussi, si on est très gourmand, faire boum, j'utilise un dé, je lance mon pouvoir, et après je grille en plus, un peu plus tard dans le tour, le pouvoir, voilà, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on pourra en fait l'utiliser deux fois dans le tour, mais si on l'utilise deux fois dans le tour, c'est ainsi grillé jusqu'à ce qu'on puisse se reposer, se guérir. Voilà. Tac. Donc à voir cette mécanique, comment ça fonctionne, mais ça a l'air intéressant, ça a l'air d'être un bon bastonneur. On verra bien s'il est efficace, s'il est si efficace que ça. Alors on a un autre personnage qui est bien étrange ici, c'est l'hérétique. L'hérétique, ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi? L'hérétique, ça nous dit ceci. Il y a peu, l'hérétique était un acolyte dévoué des damnés. Désormais, il les combat. Il a abandonné leurs croyances et utilise maintenant leur magie noire contre eux, contre rémunération sonnante et trébuchante, et protection de la guilde des mercenaires. L'hérétique est spécialisé dans la manipulation des morts-vivants et les interactions avec le cimetière. L'hérétique est également très précieux au campement car il a le pouvoir de sceller les damnés qu'il a autrefois servis. Alors, qu'est-ce qu'il a? Donc il a des dés de 6. Donc c'est pas des dés, c'est pas les dés les plus costauds pour faire des dégâts, mais bon, on va dire que c'est déjà ça. Et il a donc un pouvoir de campement qui s'appelle Saut. Cherchez une carte damnée de votre choix dans le cimetière ou la pile créature et placez-la au-dessous de la pile damnée. Ah, c'est-à-dire que là, on va virer des damnés, ça c'est bien, virer des damnés qui sont dans le cimetière ou dans le paquet de créatures. On les vire et hop, on les refout euh, sous la pile des damnés. Ok. Puis, si vous avez cherché dans la pile créature, mélangez cette pile. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. C'est on va dire, c'est du bannissement de damnés, de boss, quoi. Mhm. Ok. Donc lui aussi, on voit qu'il se combat au corps à corps. Et donc ses pouvoirs, ceux qui sont en tout cas disponibles, il a communion. Ça nous dit ceci, révéler une carte. Donc révéler une carte, ça veut dire une carte du paquet des créatures, hein. Si c'est une invocation, donc si c'est une carte de ce type-là, annulez-la et placez-la dans le cimetière. Donc ça c'est très très costaud de pouvoir zapper des invocations. Par contre c'est un peu au pif parce que à moins d'avoir quelqu'un qui puisse nous dire à l'avance ce qu'il y a dans le paquet des créatures, utiliser ça, ça va être un peu au pifomètre, hein. Mais si ça marche, c'est costaud. Annulez-la et placez-la dans le cimetière. Puis annulez la capacité révélée du prochain acolyte révélé. D'accord. Annuler la capacité révélée du prochain acolyte révélé. Donc ça veut dire que si on utilise ce truc-là, par exemple au début du tour de jeu, de combat, si à un moment ou à un autre, on a un acolyte qui se ramène, on annulera son pouvoir. Pas donc, facile, c'est vraiment le pouvoir, on va dire, il peut être intéressant, voilà, griller un dé pour ça. Alors, à la limite, si c'est un petit 1 ou un petit 2, pourquoi pas. Parce que de toute façon, c'est pas avec un point de dégâts qu'on va changer la face du monde, hein. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais j'espère qu'il a des pouvoirs un peu plus conséquents, on va dire. Effroi putride. Alors c'est un passif. Vous pouvez assigner un de vos dés inutilisés sur une créature révélée dans la rangée. Sa compétence son endurance de base est désormais égale à la valeur du dé. D'accord, effroi putride. Donc là, ça vaut le coup d'avoir des dés faibles, puisque on peut filer un dé pourri à une créature et donc bah, ça réduit grandement son endurance. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Et celle qui est pour l'instant désactivée, c'est le pacte maudit. Regardez donc l'endurance de la créature au sommet de la pile d'années. Puis, éliminez une créature avec une endurance inférieure ou égale. Mélangez le premier damné du cimetière dans la pile créature. Alors, ce pouvoir-là est quand même intéressant de regarder, même si bon, ça veut dire qu'on remet un damné du cimetière dans la pile des créatures, donc souvent c'est quand même des monstres plus costauds. Ça nous permet quand même simplement de faire une attaque directe sur une créature dans la ligne, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a substantifique moelle. Donc ça, on ne les a pas encore, hein. Ça nous dit ceci. Éliminer une créature révélée dans la rangée du type humain ou gobelin.
puis cherchez dans le cimetière le premier mort-vivant, dressez-le jusqu'à la fin du tour. Alors dressez-le, ça veut dire qu'on le garde, et on va pouvoir l'utiliser pour combattre pour nous. C'est ça, la compétence de dressage. Donc, on transforme en grosso, ça veut dire que on transforme un humain ou un gobelin en jeu, en mort-vivant. Mais pour ça, il faut qu'il y en ait un dans le cimetière. On peut déjà quand même l'éliminer, hein. Si on l'élimine, il y a pas de mort-vivant dans le cimetière, bah tant pis, on n'aura pas la deuxième partie du pouvoir. On peut quand même déjà éliminer un humain et un gobelin, ça c'est quand même pas mal, hein. Bon après, c'est un gobelin et un humain, il n'y en a pas toujours non plus dans le jeu. Et le dernier truc, c'est bûcher funéraire, vérifier l'endurance de la créature au sommet du cimetière, puis éliminer une créature révélée dans la rangée avec une endurance inférieure ou égale. Donc là, c'est pareil, c'est un peu le pouvoir qui est lié à Pacte Maudit. Pacte Maudit, c'était le sommet de la pile de créatures, et ça, c'est le sommet du cimetière. Bûcher funéraire. Pas mal, pas mal. Faut voir. Là, bon, faut découvrir. Je les trouve pas méga balèzes, les pouvoirs, là, mais faut voir à l'utilisation. Le saut est bien. Puis quand même pouvoir éventuellement de temps en temps virer un damné, ça peut être pas mal quand même. Mais bon, pour l'instant je suis un peu mitigé, il faudra voir en termes de jeu ce que ça donne. On se tourne vers nos deux autres personnages. D'abord celui-là qui est un peu étrange aussi, qui s'appelle l'artificière. L'artificière. Quiconque porte le bâton magique de l'artificière est contrôlé par l'entité qui vit à l'intérieur, devenant un réceptacle de ses volontés. Personne ne sait ce qu'est cette entité. Âme d'un sorcier qui vivra pour l'éternité, résultat de la magie la plus noire ou même forme de vie parasite. Les capacités de l'artificière sont tournées vers la gestion de son bâton, de l'énergie stockée à l'intérieur pour la recharger ou la libérer de façon dévastatrice. Donc ce personnage-là, il a le droit à une petite carte comme ça, cartonnée avec une roue. C'est le bâton magique. C'est le bâton magique. Et on a un nombre de charges dans le bâton qui est de 8 en début de partie. C'est un passif aussi. Une fois par tour, vous pouvez éliminer une créature révélée avec une endurance inférieure ou égale au nombre actuel de vos charges, puis diminuer vos charges de moitié. D'accord. Donc ça nous coûte des charges, mais on peut flinguer de manière gratuite, sans utiliser de dés, des créatures. Inférieure ou égale au nombre de charges. Donc des créatures d'endurance 8 ou moins pour commencer. Ok, donc ça c'est un peu le truc de base. Il a des dés de 6 aussi, ou elle a des dés de 6. Et on a pour terminer enfin pour terminer, pas pour terminer, mais en tout cas en termes de pouvoir de campement, assemblage d'objets, piocher autant de cartes de la pile objet que la valeur du dé utilisé pour activer cette capacité. Donc si on met par exemple un 4 ici, on peut piocher 4 cartes objets, garder une carte objet et replacer le reste au-dessus de la pile objet dans l'ordre souhaité. D'accord, donc là ça permet de récupérer du matériel. Bon, ça peut être intéressant. C'est un combattant à distance, donc ça veut dire qu'il peut toucher la première créature et la deuxième de la ligne, avec des attaques directes, en utilisant la puissance de ses dés. Très bien. Allons voir au niveau de ses pouvoirs, un peu ce que ça donne. Drain d'âme. Drain d'âme. Alors, révéler deux créatures dans la rangée, puis gagner autant de charges que les dommages totaux des créatures qui viennent d'être révélées. Donc là, ok, c'est pour rebooster son bâton, mais on fait la somme des dégâts. Généralement, les dégâts, c'est un ou 2. Je crois pas avoir vu de créatures faire 3 dégâts. Peut-être qu'il y en a qui font 3 dégâts, mais généralement c'est un ou 2. Donc on va dire qu'on va gagner de 2 à 4 charges grâce à ce drain d'âme. Révéler des créatures, c'est aussi intéressant, ça permet de savoir un peu ce qui nous attend. Et il y a pas mal de pouvoirs qui permettent d'attaquer des créatures qui sont révélées dans la rangée. Alors d'une manière générale, on a vu que les combats directs, les attaques directes, c'est la première créature de la rangée, voire les deux premières si on a la capacité d'attaque à distance.
Les autres pouvoirs, sauf si c'est spécifié, donc les autres pouvoirs, c'est-à-dire les attaques qui sont pas directes, les attaques qui sont liées à des capacités, des cartes là qui sont ici. Et ça par contre, ça peut généralement toucher toutes les créatures qui sont révélées dans la ligne. Donc le drain d'âme. La deuxième carte ici, c'est bâton de guerre. Infliger X dommages à une créature révélée. Où X est égal à la valeur du dé utilisé plus le nombre de vos charges. Ouh, ça commence à faire mal ça. Infliger X dommages. X est égal à la valeur du dé utilisé plus le nombre de vos charges. Ok, d'accord. Et ce pouvoir qui n'est pas pour l'instant activé, c'est déphasage. Échanger une créature révélée dans la rangée. Vous avez vu, hein, c'est important qu'elle soit révélée, si on ne pourra pas l'échanger. Avec la créature du dessus de la pile créature. Puis gagner 4 charges. Pas mal, pas mal, pas mal. Récupérer des charges, c'est bien. Et en plus, on peut se débarrasser d'un gros monstre en se disant, bah, avec un petit pari, en se disant avec un peu de chance, on va récupérer quelque chose de plus petit. Le pari n'est pas toujours gagnant, mais ça peut valoir le coup. Surtout qu'on a quand même 4 charges au final à glaner. Et les autres pouvoirs qu'on n'a pas ici, encore, c'est assemblage rapide, donc là c'est du passif. Une fois par tour, vous pouvez dépenser autant de charges que le coût d'un objet dans le marché pour le gagner. À la fin du tour, mélangez-le dans la pile objet. C'est-à-dire que je le gagne, mais pour un temps court. Juste une fois, quoi. Donc je le dépense, soit je le décide tout de suite, et voilà. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il sera mélangé dans la pile. Ok, d'accord. Ça permet donc de récupérer du matériel. Ouais, faut voir. Après, il faudra connaître un petit peu mieux les objets qu'il y a disponibles. Donc ça sera en essayant, hein. Et sinon, on a le vortex aspirant. Éliminer la créature en première position. Ensuite, déplacer une créature non révélée en première position et gagner autant de charges que le nombre de créatures dans la rangée. D'accord, on va booster. Sachant qu'on ne peut pas aller au-dessus de 8 charges, il me semble, hein, sur le bâton. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je vérifie, mais il me semble que c'est dit dans la règle. Donc chaque fois que l'artificier dépense ou gagne une charge, vous diminuez ou augmentez le compteur de 1. Les charges ne peuvent excéder la limite du compteur. Le bâton est un objet indestructible. Ok. D'accord. Et donc, en effet, je crois que je ne peux pas aller au-delà de 8. Ah si, 9, 10, 11. Ah, d'accord. Je peux aller quand même jusqu'à 11. Mais on démarre à 8. D'accord, j'avais cru que... Ah, c'est pas mal ça, hein. Donc on peut quand même booster un peu plus le bâton. On peut le surcharger un peu, quoi. Bon, bah, voilà, une mécanique que je ne connaissais absolument pas, qui est pas très classique. Donc c'est bien, c'est intéressant. Enfin, pour moi, là, je découvre, je vais m'éclater, hein. Et pour terminer, on a notre chasseur de tête. Donc c'est vraiment le chasseur de primes de base. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, lui, vite fait? Le chasseur de tête collectionne les trophées qu'il vend à prix d'or. C'est un guerrier polyvalent qui peut réclamer les créatures vaincues comme trophées. Ceux-ci permettent de débloquer des capacités spéciales et d'acquérir une expertise contre certains types d'ennemis, ou tout simplement être vendus lors d'une phase de campement. Trophée. Quand le chasseur de primes contribue à éliminer une créature de la rangée avec une attaque directe, sachant il attaque à distance, il peut prendre la carte créature comme trophée et la placer à côté de sa fiche de personnage plutôt qu'au cimetière. Le chasseur de tête peut conserver jusqu'à 3 trophées. Ok. Son pouvoir ici, c'est toucher une prime. Défausser jusqu'à 3 de vos trophées dans le cimetière, puis gagner autant de pièces que les dommages totaux indiqués sur les cartes créatures que vous venez de défausser. Voilà, donc là, on récupère des sous, qui nous permet éventuellement de s'équiper derrière. Alors, les pouvoirs. Libérer la bête. Choisissez un de vos trophées et placez-le face visible à la fin de la rangée. Éliminez jusqu'à 3 créatures révélées, chacune avec une endurance inférieure ou égale à l'endurance de base de votre trophée placé.
Placez-le face visible à la fin de la rangée. D'accord. Donc on libère la bête, hein. C'est-à-dire qu'on le remet dans la ligne, on va à nouveau l'attaquer. Mais en échange, la bête, au passage, peut détruire jusqu'à 3 créatures révélées. Donc pourquoi pas, hein. Si c'est des petites créatures, c'est toujours ça de gagner, hein. Pas mal. Nouvelle proie. Choisissez un de vos trophées, annulez son éventuel effet révélé. Puis échangez-le avec une créature dans la rangée. Ensuite, gagnez une pièce. Donc, pareil, de la même manière, on libère un trophée. Choisissez un de vos trophées. Par contre, on enlève son pouvoir révélé. On l'échange avec une créature dans la rangée. Et on gagne une pièce. Alors, échanger, c'est-à-dire qu'on récupère le trophée, l'autre carte en trophée. C'est ce que je comprends, moi. Hein, annuler, échangez-le avec une créature. Échanger, ok. Le pouvoir qui y est pour l'instant désactivé, c'est expertise. C'est un passif. Lors d'une attaque directe, doublez la valeur de vos dés contre un type de créature présent dans votre collection de trophées. Puis défaussez ce trophée. Ok, intéressant. Et les autres pouvoirs que nous n'avons pas encore équipés, c'est flairer la proie, révéler jusqu'à 2 créatures. Si le type de l'une ou l'autre correspond au type d'un de vos trophées, augmentez vos dés inutilisés à leur valeur maximale. Révéler jusqu'à 2 créatures. Donc voilà, dans la ligne. Si ça correspond à un de nos trophées, on augmente nos dés. D'accord. Exploit. Éliminez une créature révélée dans la rangée dont le type correspond au type d'un de vos trophées. Donc ouais, il faut déjà avoir une bonne collection de trophées pour que ça soit intéressant, pour que le personnage commence à jouer un peu. Pour l'instant, ouais, ça marche aussi, hein, ça marche avec libérer la bête, ça marche avec nouvelle proie. Hmm, faut voir, faut voir. Ce qui peut être intéressant à mettre en place pour que... Ouais, alors le choix des pouvoirs, on va y réfléchir, hein, petit à petit. Chaque chose en son temps. En tout cas, on a fait le tour des personnages. On voit à peu près l'ambiance. On a déjà 2 attaques à distance ici. Avec là une gestion de bâton qui va faire pas mal de dégâts. Il peut récupérer des charges, etc. Bon, ok. Faire des gros dégâts avec bâton de guerre. Bon. Lui, il faut absolument qu'il fasse du trophée, on a vu. Lui, ben, ça va être un peu spécial, ça va être un peu l'hérétique, quoi. Voilà, il va être derrière, il va essayer de faire des dégâts quand même. Il peut quand même faire effroi putride qui est intéressant en passif. Euh, Plus que ça, comme c'est un passif, je peux utiliser tous mes dés pour ça, hein, c'est pas un souci. Par contre, si c'est des gros dés, c'est moins intéressant. Communion, faut voir, bon, ok. Et on a le moine qui, lui, va faire du dégât au corps à corps et qui va augmenter sa puissance au fur et à mesure de l'avancée de notre quête. Mhm. Bon, bah écoutez, faut voir hein, ce que ça donne, hein. Alors la mise en place est à peu près terminée. Chez le marchand, on va jeter un petit coup d'œil quand même. On a récupéré ici à l'achat de la bile de dragon. Donc si on le défausse, on gagne plus de en feu, en puissance de feu. C'est-à-dire ici, là, hein. C'est-à-dire le niveau de notre feu. Les pouvoirs des créatures réduisant le feu ne peuvent pas être résolus jusqu'à la fin du tour. Donc, en plus, ça protège le feu contre les créatures qui nous le mangent, hein. Ça coûte 3 pièces d'or, cette chose. Et on voit que c'est quelque chose qui se défausse, hein. C'est inconsommable. On a le Home de prophétie. Alors, le Home de prophétie, c'est un gros truc, ça coûte 5 pièces d'or. Et ça nous dit ceci. Épuiser. Annuler le pouvoir révélé d'une créature venant juste de se déclencher. Alors, épuiser, je vais vérifier. Est-ce que c'est pas défaussé, donc je pense que c'est une fois peut-être par run. Épuiser. Les objets avec un effet épuisé ne peuvent être déclenchés qu'en épuisant la carte. Important, les objets de ce type ne peuvent être rafraîchis qu'en restant au campement. D'accord. Donc, c'est quand on retourne au campement qu'on peut les réutiliser.
Sachant que généralement, les objets, on les achète quand on est au campement. Donc là, pour un personnage, on va dire classique, qui n'a pas d'effet particulier, il va acheter un objet au campement, et il va l'utiliser dans une des parties, et il retournera au campement une deuxième fois. Il va pouvoir le réactiver pour l'utiliser une deuxième fois. Donc ouais, ce sera deux utilisations maximum, a priori. Sauf peut-être bon, l'artificier qui a une gestion spécifique des objets, ou peut-être le chasseur de primes aussi qui peut acheter qui peut peut-être acheter. Non, il va pas forcément acheter d'objets. Il va gagner des sous avec ses primes, principalement ça. Donc ouais, bon à voir quoi. Ok, Homme de prophétie, ça peut être intéressant parce que les pouvoirs révélés, c'est un peu pénible hein, souvent. Et sinon, on a l'arbalète des elfes qui nous dit en passif, vous gagnez plus un de portée. Et ça par contre, ça c'est vraiment énorme, surtout pour les créatures, enfin, non pour tout le monde, hein, mais pour ceux qui sont déjà à distance. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer de une ou deux cases quelque part dans la rangée, on va pouvoir aller jusqu'à trois cases. Par contre, on voit que ça a un certain coût, hein, ça coûte 4. Ça coûte 4. Voilà, donc là c'est les objets qui sont pour l'instant disponibles chez le marchand. On en a encore tout un tas ici, donc ça c'est chouette. Ça c'est les sous du marchand, la banque. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, on a vraiment fait le tour. Il nous reste maintenant à révéler le premier lieu. Le feu, il est placé sur 7. Alors peut-être faire un tout petit point sur le feu, rapide. C'est vraiment pas très très compliqué, mais par contre c'est primordial dans le jeu, hein. C'est vraiment le cœur de notre campement. Ça va de 0 à 15. On commence la partie à 7. Ici, on a la valeur de portée quelque part du feu. À partir de 1, on voit une créature dans la rangée et seulement une. À partir de 7, on commence à avoir deux créatures. Puis à partir de 12, on va jusqu'à 3 créatures qu'on révèle directement, les 3 premières. Le feu va régulièrement baisser selon les lieux où on va aller. Si on atteint 0 ici, on est obligé de griller des cartes de compétences. Donc ça, là, on les grille, c'est-à-dire qu'on les retourne ici, pour regagner 2 points. Voilà, si on n'est plus en mesure de le faire et que le feu est à 0, on a perdu, hein. Les ennemis vont tâcher aussi de détruire notre feu. Donc il faut protéger ce feu, il va falloir l'alimenter, voilà. Donc il est à 7 pour l'instant. On va pouvoir voir deux créatures. La première carte ici, va simplement servir pour définir le nombre de créatures qu'on va avoir. L'effet de destruction de feu qu'on a sur la carte du lieu n'est pas actif pour l'instant. Donc nous commençons notre première quête au passage caché. On sait qu'on va avoir 7 créatures dans la ligne. Le pouvoir de ce lieu nous dit ceci: l'aventurier au camp peut réaliser l'action planifiée sans utiliser de dés. Oh bah ça c'est sympa. Ça c'est plutôt pas mal pour commencer. On a une action de planification gratuite. Ok, donc la première chose à faire une fois qu'on a révélé ça, c'est de tirer les dés pour savoir ce que vont avoir comme valeur nos différents personnages. Donc le moine pour commencer. Alors un 3, un 1, un 3 et un 4, c'est pas top top. L'hérétique, un 2, un 4 et un 6. L'artificière, un 6, un 6 et un 4. Ouh, ça c'est pas mal. Ça c'est bien, on va pouvoir bastonner. Et le chasseur de tête, avec ses déduites. Un 8, un 8 et un 5. Voilà, ça c'est un bon début de partie. Voilà, ça c'est des bonnes valeurs qu'on aime bien, voir plus souvent. Hmm, Je parle d'expérience évidemment. Voilà, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se concerter entre joueurs, n'est-ce pas? Donc je vais me concerter avec moi-même pour savoir qui va rester au camp.
Est-ce que c'est le moine qui va bénéficier du coup rapidement de son effet de méditation? Ça peut être intéressant, sachant qu'il a fait un 1, donc bon, à pas pouvoir faire beaucoup de dégâts. Alors, est-ce que c'est l'hérétique qui va donc chercher des créatures, des damnés dans le cimetière ou dans la pile de créatures? Bah non, parce qu'il n'y en a pas pour le moment. Donc lui, il vaut mieux peut-être le réserver pour plus tard. Est-ce que c'est le chasseur de primes qui va pouvoir toucher une prime? Bah non, il n'a pas de trophée, donc c'est clair que non. Donc plutôt sur la fin aussi. Est-ce que c'est l'artificière qui va pouvoir piocher des cartes et en garder un? Pourquoi pas, mais vu les scores qu'elle a fait, 4, 6, 6, ça me semble pas judicieux. Donc le plus simple, ça me semble, le mieux, pas le plus simple, le mieux, le plus efficace, ça va être sans doute le moine qui va rester au camp. Et ce serait vraiment dommage de ne pas utiliser son pouvoir de méditation, ça c'est sûr. Alors, on va s'arrêter là pour le moment, puisque nous avons déjà fait 1 heure de vidéo pour présenter le jeu, présenter les personnages, les règles, etc. Donc on va pouvoir s'attaquer maintenant à la partie à part entière. Dans une prochaine vidéo, voilà, on sait que c'est notre moine qui va s'occuper du camp. On va donc lui répartir les dés sur les différentes actions. Voilà, on, on regardera ça ensemble lors d'une prochaine vidéo. Voilà, pour voir si on va réussir à s'en sortir. Évidemment, voilà, on verra en combien de vidéos on fera cette partie. J'espère le moins possible. On va essayer d'être le plus efficace. Maintenant qu'on a vu vraiment l'aspect règle, on va pouvoir se concentrer sur vraiment sur la partie sur le jeu. Donc je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis bah, bonne soirée à vous. À bientôt. Salut!